ne vais pas parler aussi longtemps que les autres orateurs, parce que je pense que vous commencez à avoir un peu faim. J'aimerais vous indiquer deux points essentiels, selon moi. D'abord, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'historique de la pensée sociale dans la pensée sur le développement. Et ensuite, j'aimerais vous indiquer quelques points, quelques caractéristiques communes des différentes initiatives qui sont prises aujourd'hui au niveau des organisations internationales en matière de protection sociale. Ces initiatives sur la protection sociale aujourd'hui sont présentées comme une avancée, comme un progrès en matière de la pensée sociale, du développement social. Tandis qu'en fait, c'est une régression. Cela peut vous surprendre, mais la pensée sociale, la pensée sur le développement social, ou disons le meilleur développement social jusqu'à présent, ça date de la période d'avant la décolonisation. Les années 20, les années 30, la période pendant laquelle la France, aussi bien que le Royaume-Uni, ont fait des efforts réels en matière de développement social. Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, quand la pensée sur le développement s'est développée, notamment au sein des Nations Unies, on a toujours dit que pendant cette période, on n'a pensé qu'à l'économique. Tandis que les Nations Unies ont commencé, dès les années 50, à faire des rapports sur la situation sociale dans le monde. Et ils ne parlaient pas, je le souligne, ils ne parlaient pas de la pauvreté. Jamais. Vous ne trouverez pas le mot de pauvreté dans les textes de l'ONU de cette période. Il y a eu, au début des années 70, 70 pour les Belges, une première tentative de la Banque mondiale pour parler de la pauvreté et pour faire émerger une stratégie de lutte contre la pauvreté. Ça n'a pas réussi. Mais il est intéressant de noter qu'à cette époque, la stratégie de lutte contre la pauvreté de la Banque mondiale était bien différente des stratégies qui ont été proposées dans les années 90, 90 pour les Belges. Parce qu'à l'époque, la Banque mondiale pensait encore en termes de sécurité sociale et disait même que la sécurité sociale aidait à faire changer la mentalité, à faire ainsi que les individus puissent prendre des risques. Tandis qu'aujourd'hui, la Banque mondiale dit l'inverse. Elle dit que la sécurité sociale, ça empêche les gens de prendre des risques. Ils ne prennent pas de risques parce que de toute façon, ils sont assurés. Et donc, c'est une pensée totalement contradictoire. Et de toute façon, dans les années 70, 70, cette stratégie de lutte contre la pauvreté n'a pas réussi parce que tout de suite après a commencé la crise, avec la crise de la dette extérieure, tout d'abord dans les pays d'Amérique latine, tout d'abord, ensuite en Afrique et plus tard encore en Asie. Mais il y avait à l'époque une première tentative tout de même de mieux développer cette pensée sociale, avec des initiatives de l'Organisation internationale du travail, avec des initiatives qui ont été prises au niveau des Nations Unies,
C'était la période d'après mai 68, n'oubliez pas, la période aussi après la révolution cubaine, où les États-Unis ont pensé devoir faire plus de social en Amérique latine, etc. Ça n'a donc pas réussi. Il y a eu la crise de la dette à partir de 82, le moment où la Banque mondiale et le FMI sont arrivés et ont dit exactement la même chose comme ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est exactement la même chose. On va vous aider, mais à condition que. Et donc ça a été le début de toute la période de l'ajustement structurel avec des politiques identiques à celles qui sont aujourd'hui proposées aux pays européens. Désastre social. Désastre social. Arrive l'année 90, où la Banque mondiale, se sentant un peu coupable tout de même de ce désastre social, surtout en Amérique latine, qui dit bah, faut faire autre chose. Et là, la Banque mondiale dit quelque chose de très bizarre, parce qu'elle dit ben voilà, jusqu'à présent, les politiques de développement ont été un grand succès. Il y a eu amélioration du PNB, il y a eu amélioration des indicateurs sociaux en matière d'éducation, d'alphabétisation, d'espérance de vie, etc. Donc, un grand succès. Mais, à partir de maintenant, on va faire autre chose. C'est un peu bizarre, parce que si ces politiques ont été un succès, il n'y a pas de raison urgente de changer de politique. Mais la Banque propose à ce moment-là des stratégies de lutte contre la pauvreté, contraires à la stratégie proposée en 1972. Quand on analyse ces stratégies, on voit que cela ne change en rien les politiques du consensus de Washington. Ce sont des politiques totalement compatibles avec l'ajustement structurel, consensus de Washington, politique néolibérale, comme vous voulez l'appeler. Ça ne change rien. Sauf qu'on dit qu'il faut avoir une politique d'éducation, il faut avoir une politique d'accès aux soins de santé. En 1990 également, le programme des Nations Unies pour le développement sort son premier rapport sur le développement humain, avec un indicateur synthétique pour le développement humain. Et là aussi, on voit quelque chose de très bizarre tout de même, car le PNUD a la réputation d'avoir une conscience sociale, tout d'abord, et de promouvoir des politiques sociales, mais le PNUD est explicitement contre la politique de protection sociale, de sécurité sociale. Il dit, voilà, pensez qu'on peut lutter contre la pauvreté avec davantage de dépenses sociales, ça a été une erreur de diagnostic, une erreur diagnostique. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Et donc on voit à ce moment-là, en fait, l'émergence de politiques néolibérales, qui sont des politiques axées sur l'individu, tout d'abord, sur la responsabilité individuelle, et surtout des politiques dans lesquelles l'État ne joue qu'un rôle mineur. Car la protection sociale, aussi bien pour la Banque mondiale que pour le PNUD, la sécurité sociale, ce sont des politiques qui sont acceptables, mais ce sont des politiques pour le marché privé. Si vous voulez vous assurer, vous pouvez le faire, vous n'avez qu'à acheter votre assurance sur le marché. Ce que doit faire l'État, c'est défendre les droits civils, c'est le droit à la vie, et donc c'est la lutte contre la pauvreté extrême. La pauvreté extrême est une pauvreté qui tue.
Donc ce que veut faire la Banque mondiale, c'est défendre le droit à la vie, mais ne pas défendre les droits économiques et sociaux, qui sont en dehors de la politique néolibérale. Nous connaissons. Et donc voilà, on a eu une double stratégie de lutte contre la pauvreté. D'abord la stratégie de la Banque mondiale avec des documents stratégiques de réduction de la pauvreté, des documents que les pays pauvres devaient faire pour avoir accès aux prêts concessionnels de la Banque et du FMI. Et de l'autre côté, on a eu du côté de l'ONU des objectifs du millénaire. On en voit les résultats aujourd'hui. C'est-à-dire, on nous dit que ça a été un grand succès, et c'est vrai que déjà 2 ans avant 2015, ces objectifs au niveau mondial, ils sont atteints. On y est. La pauvreté extrême a été réduite de moitié au niveau mondial, grâce à la Chine. Parce qu'en Chine, on a réduit la pauvreté extrême dans 2 milliards de personnes. Puis on a l'autre groupe de pays qui concerne par ailleurs le dernier rapport de PNUD. On parle du Brésil, on parle de la Chine, on parle des pays d'Amérique latine, où effectivement la pauvreté extrême a été réduite un peu. Mais ce sont précisément, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit le Brésil ou l'Argentine ou d'autres pays où la pauvreté a été réduite, ce sont des pays, d'abord la Chine et l'Inde n'ont jamais été soumises au dictat de la Banque mondiale et du FMI. Les pays d'Amérique latine, si, mais à un certain moment, ils ont pris leur distance et ont commencé, comme au Brésil, avec la politique d'assistance sociale, ce qui a aidé les pauvres. Les pays où il n'y a pas d'amélioration, à savoir les pays d'Afrique, les pays les moins développés, pays qui ont été soumis et qui restent soumis aux politiques de la Banque mondiale et du FMI, là, la pauvreté extrême, la très peu bougé. Et on voit même en nombre de personnes extrêmement pauvres, on voit que ce nombre en Afrique subsaharienne a doublé au lieu d'être réduit de moitié. Et donc voilà, on ne peut pas dire que ces politiques ont été un succès. Arrive maintenant l'époque de la protection sociale. Quand on analyse ces textes, donc il y a l'initiative dont a parlé Ilchiom, le socle de protection sociale de l'OIT. Il y a une initiative de la Commission européenne pour introduire la protection sociale dans ses politiques de coopération au développement. Et il y a la Banque mondiale qui parle de protection sociale. La Banque mondiale qui parle de protection sociale depuis l'année 2000, où la Banque a proposé son schéma théorique pour la protection sociale, qui est aujourd'hui une gestion de risque. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces différentes initiatives, car on en a déjà parlé, mais il y a tout de même quelques caractéristiques communes qui sont importantes pour savoir ce qui se passe et ce qui peut se passer à l'avenir. L'initiative de l'OIT est de loin la meilleure, avec toutes les critiques qu'on a déjà entendues, mais elle est de loin la meilleure. D'abord parce qu'elle commence à parler des droits humains comme base de la protection sociale, ce qui n'était pas le cas avant avec la politique contre la pauvreté. Mais tout de suite après, aussi bien l'OIT que la Commission européenne commencent à parler économie, car la protection sociale est un stabilisateur économique.
La protection sociale permet de préserver l'économie, le pouvoir d'achat, etc. Ça permet d'augmenter la productivité. Ça permet, il y a toute une série de descriptions comment la protection sociale en fait est au service de l'économie. Et ce qu'on voit, et là ça devient plus grave, au niveau de l'Union européenne, on parle aujourd'hui investissement social. C'est une belle idée. Il faut investir dans le capital humain pour que les gens puissent bien travailler, être en bonne santé et donc être des êtres humains productifs et utiles au marché du travail. C'est cette idée aussi qui est dans la pensée de la Banque mondiale avec sa gestion de risque. Mais ça veut dire que toutes ces initiatives, que ce soit l'initiative de la Banque mondiale, celle de l'OIT et celle de la Commission européenne, en fait, c'est une protection sociale au service du marché. Au service du marché. Ça, c'est très très clair. Si on est dans la logique de l'investissement social, il est clair qu'on ne va pas investir dans quelque chose qui n'a pas de rendement, qui n'a pas de dividende. Il est par ailleurs aussi révélateur qu'aujourd'hui on commence à parler des dividendes sociales. C'est toute une logique économique qu'il y a derrière. On ne va pas investir dans quelque chose qui n'a pas de rendement. Donc on ne va pas investir dans les pensions. Qui va investir dans les personnes âgées? Ça n'a pas de sens. Qui va investir dans des orientations au niveau de l'éducation, de l'université, en philosophie par exemple, en anthropologie? Toutes ces orientations qui ne donnent pas accès directement au marché du travail. Et c'est pourquoi on commence à dire, si vous voulez étudier l'anthropologie, faites-le, mais il faut le payer vous-même. Prends le risque. C'est logique. Si vous voulez devenir ingénieur, on va vous aider. Mais si vous voulez étudier la philosophie, excusez-nous, mais ce n'est pas un État de financer cela. Et donc c'est toute une logique différente. Elle est philosophe. Désolée. Voilà. Ça c'est au niveau de la protection sociale. Et quand on lit dans ces mêmes documents la stratégie pour la protection sociale, on voit que même au niveau de la lutte contre la pauvreté, il y a comme une régression, car de plus en plus, l'assistance sociale devient sélective, donc ciblée et conditionnelle. C'est le cas en Europe, c'est le cas dans les autres pays. Donc il y a une régression, il n'y a pas de lutte contre la pauvreté en général, du tout. Ça commence à être officiel, que c'est conditionnel, que c'est ciblé. Et ça reste parfaitement compatible avec la politique néolibérale. Il n'y a aucune rupture par rapport aux politiques néolibérales. Aucune. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut? Armando a parlé dans son introduction de l'universalisme. Je pense qu'il nous faut repenser, qu'on l'appelle protection sociale, qu'on l'appelle développement social, justice sociale, solidarité, n'importe. Mais il nous faut des politiques très larges qui protègent réellement tout le monde
Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, il n'y a pas de... si vous excluez les riches, nous, nous allons organiser notre solidarité, mais ce sera aussi une solidarité au niveau minimal. Une rupture par rapport au néolibéralisme, pour moi, comporte 3 éléments essentiels. C'est d'abord avoir une garantie de l'État. Cela ne veut pas dire que l'État doit faire tout. Mais il faut que l'État garantisse le respect des droits humains dans leur totalité. Donc, y compris les droits économiques et sociaux, et y compris les droits de la solidarité, y compris des droits écologiques, comme l'accès à l'eau, l'accès à la terre, etc. Donc, un ensemble de droits humains qui doivent être garantis par l'État. Deuxièmement, au niveau économique, il faut mettre fin à la marchandisation du monde. Donc une démarchandisation pour qu'on ait à nouveau des services publics. Troisième élément, au niveau social, réintroduire d'urgence la dimension collective. Le néolibéralisme ne connaît pas la société. Madame Thatcher disait « There is no such thing as society ». La société n'existe pas. Il n'y a que des individus. Donc il faut réintroduire la dimension collective, réintroduire la solidarité organique, une solidarité entre gens qui ne se connaissent pas, donc au-delà de la solidarité communautaire, pour qu'on puisse avoir une solidarité généralisée. Pour terminer, 2 choses. Il est évident qu'il nous faut de la politique universelle. Nous parlons aussi d'une politique de protection sociale transformatrice. Pour nous, cela veut dire une protection sociale qui débouche nécessairement sur des transformations dans d'autres domaines. Si vous commencez à réfléchir sur la protection sociale, une protection très large, nécessairement, vous allez devoir changer votre système démocratique tout d'abord, pour que les gens aient réellement une voix, pour qu'ils puissent participer. Vous allez nécessairement devoir changer votre système économique pour qu'il y ait justement cette démarchandisation. Vous allez nécessairement devoir introduire des services publics, des services d'intérêt général, qui sont au service de tout le monde. Deux remarques pour terminer. Pour nous, pour mon association, la protection sociale n'est pas un mécanisme de correction. Ce n'est pas la redistribution du résultat d'une exploitation. C'est la distribution de la richesse produite par la société, dans son ensemble. Donc ce n'est pas une stratégie dite réformiste. C'est une stratégie fondamentale pour la gauche. Et ça, c'est ma dernière remarque, parce que pour moi, cette protection sociale large est un élément stratégique qui pourrait aider la gauche à sortir de sa crise. Car maintenant, je parle européenne, la gauche est en crise. Et pour sortir de cette crise, je pense que miser sur des droits économiques et sociaux, offrir aux gens une protection sociale réellement protégeante, cela pourrait permettre à la gauche de regagner un peu de terrain qu'elle a perdu. Voilà, c'est ce que je voulais dire.